Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre 2 portant sur les notions d'énergie et de puissance. Nous allons en particulier aborder le quatrième point portant sur l'étude énergétique du mouvement des solides. Nous commençons l'étude par l'introduction de l'énergie cinétique d'un corps rigide. L'étude du mouvement d'un solide sigma qui apparaît sur la figure 10 nécessite en général l'utilisation d'au moins deux référentiels. Un premier référentiel inertiel R, immobile, dans lequel on exprime les grandeurs cinématiques du corps considéré. Un second repère qui est attaché au corps rigide en mouvement, il est utile particulièrement pour la définition des propriétés de masse du corps considéré, notamment le centre de masse et le tenseur d'inertie. Il est particulièrement avantageux, comme on va le voir plus loin, de définir ce deuxième repère au niveau du centre de gravité de sigma. Ainsi, le mouvement du corps rigide est décrit comme étant le mouvement du référentiel lié au corps par rapport au référentiel grand R inertiel. On considère maintenant que le solide sigma a une masse petit m et son centre de gravité se trouve au niveau du centre G. Il est en mouvement général, donc il est en mouvement de rotation et de translation par rapport au repère R. Au total, il a 6 degrés de liberté, 3 de translation et 3 de rotation. On introduit ainsi le vecteur oméga de composante cartésienne oméga x, oméga y, oméga z, qui désigne le vecteur de rotation instantanée de sigma par rapport au référentiel R. Le point courant P de sigma, on lui attribue la masse élémentaire, donc dm, qui se trouve autour de ce point courant. La vitesse du point P dans son mouvement global par rapport au repère R est donnée par la relation suivante. Donc Vp est égal à Vg plus oméga vectoriel Gp. Donc c'est un résultat de la cinématique qu'on a vu dans le programme de mécanique rationnelle de L2. Cette relation, au fait, caractérise le champ de vitesse équiprojective qui règne au sein du corps indéformable sigma. L'énergie cinétique de l'élément de masse dm, qui peut être considéré comme un point matériel qui se trouve au niveau du point P, se déplaçant à la vitesse Vp, se calcule avec la relation qu'on a vue dans les parties précédentes de ce chapitre. DEC est égal à 1 demi Vp transposé Vp dm, ou tout simplement 1 demi dm Vp au carré. Pour obtenir l'énergie cinétique du corps global, il faut procéder à une intégration de cette quantité 27, donc élémentaire, sur la totalité du volume de sigma. Ainsi, on écrira que EC, l'énergie cinétique du corps rigide, est égale à 1 demi l'intégrale sur le volume sigma de Vp transposé Vp dm. Et là, on va utiliser la relation 26 pour exprimer Vp en fonction de Vg. Donc, on va écrire, on va remplacer 26 dans l'intégrale, ce qui va nous donner cette relation. La distribution des différents termes va nous donner trois intégrales qu'on voit ici dans la relation 28. La première intégrale, donc c'est 1 demi l'intégrale de Vg transposé Vg dm, donnera lieu au terme
ECTR, donc c'est l'énergie cinétique de translation, qui est égale à 1,5 mVg au carré. Donc, qui désigne, au fait, l'énergie cinétique de translation comme si tout le corps était concentré au niveau du centre de gravité. De même, la deuxième intégrale, donc 1,5, l'intégrale de oméga transposé GP, pardon, 1,5 l'intégrale de oméga vectoriel GP transposé oméga vectoriel GP dm, qui est égale, au fait, à 1,5 oméga transposé multiplié par le tenseur IJ, X, Y, Z, oméga. Ce terme-là désigne l'énergie cinétique de rotation du corps autour du centre de gravité. La troisième intégrale, qui apparaît dans l'expression 28, donc c'est l'intégrale de Vg transposé oméga vectoriel GP dm, donnera lieu à 0. C'est un résultat donc connu parce que l'intégrale de GP dm égale à 0 et donc toute l'intégrale, elle va nous donner un terme nul. On voit clairement que dans le calcul de l'énergie cinétique, il y a un avantage de choisir le centre de gravité G comme origine des axes du référentiel attaché au corps, ce qui nous permet d'avoir directement une simplification de l'expression d'énergie, parce que la troisième intégrale va s'annuler, et on va avoir la sommation de deux quantités distinctes, l'une assimilée à une énergie de translation du corps global, comme si tout le corps était concentré au niveau du centre de gravité, et puis le deuxième terme correspond à l'énergie cinétique de rotation autour du centre de gravité. Donc ce qui simplifie énormément les calculs, et c'est un théorème très intéressant qu'on va développer par la suite. Le théorème de Koenig stipule que l'énergie cinématique EC d'un solide dans son mouvement global par rapport à un référentiel inertiel R est égale à celle de toute la masse supposée concentrée au niveau du centre de gravité G, augmentée de celle du solide dans son mouvement autour de G. D'où la relation 31 qui résume ce théorème. Maintenant, si on change le point de calcul, donc l'expression de l'énergie cinétique obtenue au niveau du point O appartenant au solide sigma, mais qui est différent du centre de gravité, alors elle sera donnée par cette expression. EC est égal à 1,5 MVO au carré plus 1,5 oméga transposé I oméga X, Y, Z oméga plus 1,5 MVO scalaire oméga vectoriel OG. Donc on voit très bien une différence notable de complexité dans les expressions des relations 31 et 32. L'intérêt de choisir le repère attaché au centre de gravité comme repère de calcul de l'énergie cinétique. Donc le résultat final des expressions 31 et 32 est identique, mais la complexité de mise en œuvre, elle est différente. Il y a lieu de rappeler, quand on fait le calcul du produit vectoriel ou du produit d'un tenseur par un vecteur, il faut que les deux quantités soient écrites dans la même base. Donc l'énergie cinétique, on retiendra que l'énergie cinétique, elle est indépendante du point de calcul, et cela constitue un point fort de cette approche de calcul qui sera par la suite exploité par Lagrange pour développer un formalisme approprié pour l'écriture des équations de la dynamique des systèmes matériels.
Des cas particuliers peuvent être considérés lors des calculs des énergies cinétiques. Le premier cas, c'est le cas d'un mouvement qui a lieu dans le plan 2D. Dans ce cas-là, le corps n'a que 3 degrés de liberté, 2 de translation et 1 de rotation. Et dans ce cas-là, les expressions 31 ou 32 vont se simplifier. Et donc, si on considère le calcul au niveau du centre de gravité, l'énergie cinétique s'écrira tout simplement 1 demi 1 Vg au carré plus 1 demi Jg oméga au carré. Avec Vg, donc c'est le module de la vitesse de translation dans le plan considéré, et Jg représente le moment d'inertie autour de l'axe de rotation qui est perpendiculaire au plan de la translation. Si maintenant le solide est en translation rectiligne, dans ce cas-là, dans les expressions 31 et 32, le vecteur de rotation instantanée oméga est nul, ce qui simplifie énormément les écritures. Donc, si on se limite au cas de D, donc on va avoir EC est égal à 1 demi 1 Vg au carré. Donc, c'est comme on considérait que toute la masse, elle est concentrée au niveau du centre de gravité, donc on a affaire à un point matériel. Maintenant, si le solide est en rotation pure par rapport à un axe fixe, dans ce cas-là, la vitesse de translation du centre de gravité, par exemple, si l'axe de rotation passe par le centre de gravité, on va avoir Vg est égal à 0, et donc la relation 31, elle se simplifie. Donc, dans cette relation, on va mettre Vg à 0, et donc on va récupérer l'énergie cinétique comme étant 1 demi oméga transposé dans cette énergie Ig fois oméga. En 2D, on écrira simplement que l'énergie cinétique va être égale à 1 demi J oméga au carré. Donc, il faut revenir à la relation 33 et mettre Vg à 0. Si maintenant l'axe de rotation passe par le point O qui est fixe cette fois-ci, dans ce cas-là, la vitesse VO qu'on voit dans la relation 32 ici et ici va s'annuler, et donc la relation 32 va s'écrire tout simplement 1 demi oméga transposé IO fois oméga. Dans ce cas-là, le tenseur d'inertie va être considéré au niveau du point de calcul O, et donc on peut faire appel au théorème de Huygens qui permet donc d'écrire IO en fonction de IG. Donc c'est un théorème qu'on a traité dans le programme de mécanique rationnelle de L2. Il faut revenir à ce cours-là. En 2D, donc on va avoir tout simplement l'énergie cinétique est égale à 1 demi Jo oméga au carré, avec Jo c'est l'énergie du corps par rapport au point O, et s'écrira donc théorème de Huygens, Jo est égal à Jg plus MOG au carré. On passe maintenant à la notion d'énergie potentielle d'un corps. L'énergie potentielle de pesanteur EP est l'énergie que possède un corps du fait de sa position dans un champ de pesanteur de gravitation. Elle est échangée lorsque le corps se déplace tout en étant soumis à une force conservative, c'est-à-dire dérivant d'un champ de potentiel. Elle est en réserve et elle se manifeste donc quand elle se transforme en énergie cinétique. Lorsqu'un corps est soumis à une force, ce dernier peut se déplacer sur une certaine distance sous l'action de cette force, qui effectue un travail. Donc on peut considérer qu'au début de la mise en mouvement du corps sous l'action de la force, qu'il possédait une réserve d'énergie liée à cette force et qui va être utilisée par le travail de celle-ci lorsqu'elle déplace le corps. En fait, cette considération est à l'origine du concept d'énergie potentielle, et on écrira que dW est égal à moins dEP. Si l'on note WAB, le travail de la force s'exerçant sur un corps et qui le déplace du point A au point B, et si l'on suppose, comme c'est le cas souvent, que le travail ne dépend pas du trajet entre les deux points A et B, alors la variation de l'énergie potentielle
EPAB est égal à l'opposé du travail, donc moins WAB. Donc, la variation de l'énergie potentielle, DEP, d'un corps lorsqu'il se déplace entre deux points est l'opposé du travail fourni par la force conservative FC à laquelle il est soumis entre les deux positions. dW bar est égal à moins DEP. On rappelle ici une remarque qu'on a donnée dans le contexte du point matériel. L'écriture dW bar dénote une quantité incrémentale qu'on doit intégrer entre deux positions. Par exemple, si on intègre la quantité W bar entre les positions AB, ça va nous donner la quantité WAB. Par contre, la notation des droits EP dénote une différentielle totale d'une fonction d'état qui est EP. Prenons l'exemple d'un objet descendant d'une rampe de forme quelconque, du point G1 au point G2, comme l'illustre la figure. Quelle que soit la trajectoire de G entre les deux configurations, le travail de la force du poids est égal au module de la force, donc c'est mg, multiplié par la dénivellation Z, qui est égal à H ici. L'énergie potentielle de pesanteur dépendant que de l'altitude Z de l'objet, et on écrira que l'énergie potentielle EP, elle est égale à mgz plus une certaine constante. Alors si on applique la règle FC, donc la force conservative appliquée au corps qui est le poids dérive d'un champ de potentiel, donc elle est égale à moins gradient de EP. Donc en calculant les dérivées partielles de cette énergie par rapport aux différents coordonnées x, y, z, on va avoir que le poids est égal à moins mgz. De l'autre côté, si on exploite la relation dW bar est égal à moins dEP, on peut déduire l'expression d'énergie potentielle à partir de l'expression du travail élémentaire. Le travail élémentaire, on a dit qu'il est égal à la force appliquée, donc c'est le poids, donc c'est moins mg fois z, vecteur unitaire. Et le travail élémentaire déplacement élémentaire dl est égal donc à dz fois le vecteur unitaire z, donc le produit scalaire va nous donner moins mgz dz. L'intégration de cette expression, donc moins mgz dz qui est égal à d droit EP, va nous donner l'expression de l'énergie potentielle, EP est égal à mgz plus une certaine constante. Donc comme ça, on a les deux alternatives qui nous permettent donc de manipuler l'énergie potentielle et de retrouver les forces conservatives. Un autre exemple fréquent dans les problèmes de mécanique classique et analytique, c'est celui des énergies potentielles élastiques. C'est une énergie emmagasinée dans un corps qui a un caractère élastique caractérisé par une certaine constante de raideur K. Si ce corps élastique se déforme et enregistre un déplacement par rapport à sa position naturelle X, donc dans ce cas-là, l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans ce corps peut être écrite sous la forme 1 demi kx au carré plus une certaine constante. Cette énergie potentielle élastique est celle emmagasinée dans le corps lorsqu'il est déformé de manière élastique. Elle est égale au travail effectué par la force responsable de la déformation. Donc cela constitue une conséquence directe du théorème de Hooke, bien connu dans les sciences des matériaux. Ayant introduit les énergies cinétiques et potentielles d'un corps, on est en mesure maintenant d'introduire quelques théorèmes énergétiques qui nous permettent d'écrire les équations du mouvement de ce corps. Le premier théorème est celui de l'énergie cinétique qui s'énonce de la façon suivante. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du solide exprimée dans le repère R, donc la dérivée de cette énergie cinétique par rapport au temps, elle est égale à la puissance des actions mécaniques appliquées à ce solide. Ces actions peuvent être conservatives et non conservatives. Si l'on a à traiter de forces conservatives,
qui dérive d'un potentiel, alors au lieu d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique précédent, on peut utiliser le théorème de l'énergie mécanique suivant. Le théorème s'exprime également dans un référentiel galiléen. Donc il stipule que la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique EM égale à la puissance des efforts extérieurs appliqués au système, qui sont donc des efforts non conservatifs. L'énergie mécanique du système est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc, ce sont deux écritures équivalentes, donc les relations 36 et 37. Il faut faire attention que dans 36, la puissance des efforts extérieurs inclut aussi bien les forces des actions extérieures conservatives et non conservatives. Par contre, dans l'équation 37, la partie des actions extérieures conservatives a été prise en charge dans l'expression de l'énergie mécanique. D'accord? Donc, il faut faire attention lors de l'application de ces deux théorèmes. En termes de travail, on peut transformer l'équation 37 en une forme incrémentale. Donc, regardez, on va multiplier les deux membres de 37 par dt. Donc, on va avoir DEM est égal à la puissance des forces non conservatives multipliée par dt, ce qui nous permet donc d'intégrer cette équation entre les deux instants 1 et 2. Donc, d'un côté, on va avoir la variation de l'énergie mécanique, delta EM, et de l'autre côté, donc l'intégrale de la puissance fois dt, ça va nous donner un travail, donc le travail des forces extérieures non conservatives entre les instants T1 et T2. Par ailleurs, pour un solide qui est énergétiquement isolé, donc il n'échange pas d'énergie avec son milieu extérieur, et dont les forces qui lui sont appliquées sont issues d'une énergie potentielle, donc elles sont conservatives, ces forces-là. L'énergie mécanique totale, elle reste constante entre deux instants successifs, ce qui nous permet d'écrire que EC1 plus EP1 est égal à EC2 plus EP2 égale à une constante. Cette constante, elle est tributaire, bien évidemment, des conditions initiales du mouvement. Donc, d'une façon générale, on écrira que l'énergie mécanique, elle est constante, égale à une constante, elle est conservée pour un système mécanique qui est énergétiquement isolé. Donc, l'énergie EM est une forme d'intégrale de mouvement première. Elle représente une relation entre les déplacements, les vitesses, moyennant les données inertielles du corps, notamment sa masse, son tenseur d'inertie. Cette conservation d'énergie mécanique fournit une équation différentielle du premier ordre, ce qui constitue une différence notable par rapport au principe fondamental de la dynamique ou aux équations de Lagrange qu'on verra plus loin dans ce cours, où on aboutit généralement à des équations différentielles du second ordre. Pour illustrer les différents théorèmes énergétiques qu'on vient d'étudier, on va discuter d'un exemple simple qui est celui du mouvement d'un cerceau qui roule sur un plan incliné. Le cerceau est de masse m, de centre C, de rayon grand R et de moment d'inertie autour du point C qui est égal à IC. Le mouvement il est plan, donc il est contenu dans le plan XY, et on doit l'étudier en utilisant soit le théorème de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique. Il y a lieu d'abord d'établir un bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur ce cerceau. Donc le cerceau est soumis à l'effet de la gravité, donc à la force du poids P, donc c'est une force conservative. En plus, on a la force de réaction qui s'applique au point I, donc le point de contact. C'est une réaction qui n'est pas perpendiculaire au plan, donc on distinguera deux composantes, RT et RV, comme indiqué sur la figure.
L'application du théorème de l'énergie mécanique qui stipule que la dérivée de cette énergie est égale à la puissance des forces extérieures non conservatives appliquées au corps nous mène à écrire que dérivée par rapport au temps de EM est égale au produit scalaire de R par VI. La vitesse du point de contact VI peut être calculée en utilisant la relation décrivant le champ de vitesse équiprojectif qui règne au sein du corps du cerceau. Donc on écrira que V de I est égal à V de C plus IC vectoriel θ.k. Donc c'est une relation qu'on a vue dans la partie cinématique du cours de L2. Par ailleurs, l'énergie mécanique du cerceau, elle est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Dans l'énergie cinétique, on distinguera l'énergie cinétique due à la translation du cerceau à la vitesse Vc, donc c'est 1 demi mvc au carré, plus l'énergie cinétique due à la rotation du cerceau autour de son cercle, donc elle est égale à 1 demi ic θ point au carré. Ici, on peut la calculer en fonction de la masse et du rayon. Et puis, on a l'énergie potentielle qu'on peut calculer tout simplement en disant que EP est égal au produit scalaire de la force par le vecteur déplacement. Donc, elle est égale donc, à moins mg scalaire aussi, qui va nous donner la relation de base qui est égale à mgh, donc le poids par la hauteur par rapport à la référence. La constante qui apparaît ici dans l'expression de l'énergie, elle est tributaire des conditions initiales qu'on adoptera pour le mouvement du cerceau. Ainsi, l'énergie mécanique totale du système aura cette expression. On voit très bien les deux paramètres de configuration du système. On a le X qui caractérise la translation, le θ qui caractérise la rotation. D'accord? Donc, ce sont les paramètres cinématiques qui caractérisent le mouvement du cerceau dans le plan. Donc, en remplaçant l'énergie mécanique dans la relation du théorème d'énergie mécanique, on va voir que la dérivée par rapport au temps de cette énergie, elle est égale à mx seconde plus mr au carré θ seconde plus mgx point sinus alpha. Ceci représente le premier terme de cette équation. Par ailleurs, le produit scalaire de la force R par la vitesse VI va nous donner le résultat suivant. Donc, R scalaire VT, on ne retiendra que la composante tangentielle RT. Donc, RT scalaire X point plus R point, Rθ point. Donc, le résultat final de l'application du théorème d'énergie mécanique est le suivant. Donc, mx seconde C plus R θ seconde plus gx point C sinus alpha est égal à rtx point C plus rθ point. Une remarque s'impose ici. Donc, on a obtenu à partir de l'application du théorème d'énergie mécanique une seule équation, mais dans laquelle apparaissent simultanément les deux paramètres cinématiques du mouvement du cercle, notamment le x et le θ. Donc, éventuellement, s'il y a une dépendance entre les deux paramètres cinématiques, on va réduire la complexité de cette équation de mouvement. Le même résultat peut être obtenu autrement en appliquant le TEC, théorème d'énergie cinétique, mais cette fois-ci, du moment que on va traiter l'action mécanique du poids comme étant une action extérieure, l'énergie cinétique va être utilisée dans le premier membre de l'équation, donc DEC sur DT. On doit dériver cette quantité par rapport au temps, et dans l'expression de P extérieur, donc la puissance des actions mécaniques extérieures appliquées au système, on va avoir le produit scalaire R par VI, en plus du produit scalaire du poids par VC. Donc, le calcul de ces produits scalaires vont me donner les deux quantités ci-contre. En remplaçant dans l'expression du TEC, on va avoir exactement la même relation qu'on a obtenue tout à l'heure. Donc, l'utilisation des expressions des énergies nous permettent d'avoir la même équation à partir de deux points de vue différents.